Bienvenue aux Archives municipales de Lyon. On est content de voir une salle bien remplie, merci. Donc bienvenue aux Archives municipales pour cette conférence qui fait partie d'un cycle de conférences que nous avons commencé il y a déjà depuis le début de l'année. Donc la première conférence, c'était Ça ne date pas d'hier, qui était qui avait pour objet je sais pas si du coup, j'ai pas assisté à la conférence, c'est pas bien. C'est très très mal. Mais en gros, qui mettait en avant les compétences des archivistes par rapport à la datation des documents. Aujourd'hui, on vous propose quelque chose d'un peu plus... pas léger, mais une découverte en tout cas du métier des archives, du métier d'archiviste, pardon, je bafouille beaucoup. C'est une conférence qu'on a souhaité faire à deux voix. Nous allons aborder plusieurs thématiques et puis aussi vous aurez l'occasion de participer et de vous exprimer et de poser des questions. Voilà. Pourquoi cette conférence ? On reçoit chaque année de nombreuses candidatures pour des stages d'étudiants et puis aussi de personnes qui parfois sont tentées par une reconversion professionnelle. Et malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et parfois, on a aussi des candidatures avec des profils qui nous semblent pas forcément les plus pertinents pour le métier d'archiviste. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de cette conférence qui est vraiment tout public et qui vous permet de découvrir nos missions principales. Et puis aussi, l'objectif de la conférence, c'est de vous parler de certains clichés. C'est pour ça que la conférence s'appelle « De la culture populaire à la réalité », puisqu'il y a, comme de nombreux métiers, on est aussi parfois victime des clichés. Et vous verrez que la plupart sont faux, comme les clichés, évidemment. Voilà, en gros, le pourquoi de cette conférence. Le prochain, donc la dernière conférence qui est liée à ce cycle est un peu plus tard dans l'année, ça sera le 11 juin. Et elle s'intitule « Vrai ou faux ? Les archivistes et l'authenticité des documents ». Voilà, ça sera une conférence qui sera animée par le directeur des archives municipales, Louis-Fèvre Darcier. Pour ce soir, on vous propose donc on va dire 3 temps dans notre conférence. Tout d'abord, une approche de la profession d'archiviste dans la culture populaire. Et puis ensuite, on s'intéressera aussi à la réalité du métier. Et on aura un petit temps de vrai ou faux. Si vous avez envie de participer, ça serait plus sympathique pour tout le monde. Nous verrons tout à l'heure le quiz. Et enfin, je termine par une petite présentation personnelle. Donc, moi, je suis Virginie Gencien. Aux archives municipales, je suis responsable des fonds privés, des fonds figurés et aussi référente pour les fonds des hospices civils de Lyon qui sont en dépôt chez nous. Voilà. Et je laisse... Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi, c'est Sonia Dollinger-Désert, donc je suis directrice adjointe des archives municipales et j'ai donc en charge la gestion des fonds dont dépend Virginie et les archives privées et la numérisation des archives. Voilà pour la présentation. Alors, avant de parler des archives, peut-être des archivistes, il faut peut-être qu'on parle des archives. Et vous allez voir, si un jour vous vous destinez à ce métier, que vous aurez peut-être tout un tas d'archivistes qui vont adorer vous citer des textes de lois, de circulaires, de codes, de normes, etc. Ça les rassure beaucoup, ils ont l'impression, c'est un peu comme les professions juridiques, on a l'impression qu'on se comprend qu'entre nous, et voilà, ça donne un côté rassurant. Mais quand même, il faut bien définir les choses, et aussi austère soit-elle, cette définition des archives est finalement assez intéressante, bien qu'un peu austère au premier abord. Alors, je vous laisse regarder. Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données. Ça a été rajouté en 2008, puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé quand même à se dire « Ah tiens, il y a des archives numériques, maintenant il faudrait peut-être qu'on les ajoute ».
quelle que soit leur date, première chose, c'est-à-dire qu'un document d'archive, il peut être vieux de plus de 1000 ans, ou vous pouvez être en train de le fabriquer, comme monsieur qui prend des notes par exemple, ou quand vous tapez sur votre ordi, vous êtes en train de fabriquer des archives. Ça ne veut pas dire que tout sera conservé, mais ça veut dire que dans le cadre de votre activité, vous êtes en train de fabriquer de l'archive en fait. Quel que soit leur lieu de conservation, un document d'archive, ça peut être chez vous, ça peut être dans votre ordi perso ou dans un service d'archives public, dans une société d'archivage privé, etc. Ça n'est pas non plus le lieu de conservation qui dit tiens, ça c'est des archives et ça c'en est pas. Quelle que soit leur forme et leur support, et ça on le voit déjà sur les petites diapos qui sont en bas, vous avez le moine copiste avec son parchemin. Un truc que personne ou presque d'entre vous n'a connu, ce qu'on appelle des Betacam, donc c'est des cassettes en fait vidéo illisibles désormais qu'il faut numériser pour pouvoir continuer à lire, et un Spiderman qui donc regarde des infos sur un ordi avec quand même des petits fichiers papier à côté, on ne sait jamais. Donc, quel que soit leur support, donc on va le voir, il y a plein de supports différents pour les archives, ça n'est pas que du papier ou du parchemin, et ces archives sont produites ou reçues par toute personne physique, c'est-à-dire chacun d'entre nous ici, ou morale, ça peut être une association, une entreprise, une institution, par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. En fait, tout ce qu'on fait, c'est de l'archive. Donc quand je dis qu'on n'a pas de notion de support, alors dans la tête du public, les archives, c'est plutôt ça. Mais dans la réalité, c'est aussi ça. Ça, c'est vrai. C'est peut-être ce que vous pensez quand vous franchissez la porte d'un service d'archives. Attends, hop, si tu peux revenir juste un peu. Voilà, donc un parchemin de Philippe Auguste, un sceau évidemment, et des vieux registres avec un archiviste déjà très cliché. Mais nous en verrons plein d'autres tout à l'heure. Ouais, c'est forcément un homme, il est forcément chauve, il a forcément une blouse et des lunettes. Ouais. Fumer dans les dépôts d'archives, ouais, en plus. Donc on va avoir des archives qui vont sentir la fumée. Donc les archives, c'est aussi ça, ces horribles feuilles de listing que tous les archivistes détestent parce que c'est inrangeable dans une boîte archive classique et en plus ça se conserve mal. C'est les fameux microfilms des années 80, 90, 2000 qu'on voit de moins en moins, mais qui ont beaucoup servi. Ce sont les vieux films Super 8, 16 mm, etc., qui se dégradent tout seuls et finissent par sentir le vinaigre et empuantir tout un magasin. Ce sont les négatifs et les diapos qu'on est bien embêté de pouvoir lire, sauf quand on arrive à les numériser. Les fameuses disquettes que plus personne ne peut lire non plus, donc qui sont pleines d'informations qu'on ne peut plus découvrir. Et enfin, l'avenir peut-être, un mur de serveurs. Donc voilà, en espérant que quand même, on garde quand même 2-3 parchemins dans le futur. Alors après, les archives, c'est la question de l'archiviste dans la culture populaire, mais pas seulement, puisque quand on est rentré dans le métier, en fait, on a tous eu droit à une série de clichés. Je ne sais pas pour vous ce que c'était qu'un archiviste avant même qu'on vous en parle. Moi, j'ai eu droit à quoi ? C'est comme un bibliothécaire, mais on ne sait pas trop. Ça, c'est la phase gentille. Sinon, archi, ça commence comme architecte, ça doit vouloir dire la même chose. Alors non, pas tout à fait. Voilà, on est un peu moins payé, il faut le dire. J'ai eu quoi aussi ? Ah oui, on nous a appelés les poubelles girls, parce que comme de temps en temps, on allait mettre des archives en élimination, on faisait les poubelles. Donc voilà, on avait des blouses. Et on allait à la déchetterie, donc c'était la poubelle. Voilà. Ouais, je ne sais pas si tu as eu droit à ça, toi. Non. Moi, j'ai eu droit à tout. Ouais. Nous, on m'avait même posé la question, mais qu'est-ce que vous avez bien, qu'est-ce qui a pu vous passer par la tête pour envisager un métier pareil, genre vous n'êtes pas bien fini quand même dans votre esprit.
Ça, c'était un maire qui m'avait dit ça. J'étais en train de classer ses archives. Et voilà, il arrive comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Des études, mais bon. Désolé, pardon. Alors oui, parfois, les archives, c'était un peu le placard dans la fiction, mais aussi dans la réalité. Quand on ne savait pas trop quoi faire des gens, on allait les occuper à trier 3-4 papiers. Ils ne pouvaient pas faire trop de mal, on ne les entendait pas trop, on les oubliait 8 heures par jour, et de temps en temps, ils ressortaient à la lumière, voilà, au bout d'une semaine. Donc, voilà. Alors, l'étude des coupures de presse, c'est pareil. Je vous conseille d'aller faire des recherches sur Internet pour voir un petit peu ce que la presse dit des archives. En général, on a toujours des super titres très originaux dans la presse. C'est ah oui, ils ont dépoussiéré les archives, il faut dépoussiérer les archives. Enfin voilà, comme si les archives étaient poussiéreuses. Eh bien non, pas du tout. Enfin, si, mais avant qu'elles arrivent ici, en fait. Ces pauvres archives sont souvent jugées encombrantes par les élus, les autres décideurs, etc. Ah ouais, si on pouvait brûler tout ça, ça nous ferait de la place quand même, etc. Alors, est-ce qu'il faut dire qu'il y a un vrai mépris pour les archives? Non, c'est plutôt une méconnaissance et je trouve qu'elle est peut-être de moins en moins vraie aujourd'hui, où justement, si on regarde les archivistes dans la culture populaire, ça nous dessert, mais ça nous aide vachement aussi, parce que des archivistes, on en voit partout en fait. Pas tout de suite, voilà. Les archives, c'était aussi, enfin l'archiviste, c'était aussi celui qui apportait des cartons à l'historien. En gros, l'historien, lui, c'est celui qui fait le boulot noble de dépouiller les archives. L'archiviste, lui, il amenait les cartons. Donc voilà. Et j'ai même lu une phrase genre l'historien, lui, n'a pas peur de se salir les mains. Voilà, il y va. Ouais. Alors que l'archiviste, lui, porte son petit chariot. Mais par contre, la presse, il y a un autre volet, c'est quand ils ne dépoussièrent pas, ils trouvent toujours des trésors. Vous regarderez, c'est pareil. Ah oui, un trésor a été découvert dans les archives de je ne sais pas où, trésor d'archives, etc., etc. Donc c'est tout l'un, tout l'autre, soit un tas poussiéreux, soit un vrai trésor. Donc voilà, on va préférer la deuxième version, mais on est quand même toujours un peu entre les deux dans la réalité. Alors, dans la fiction, on a plein d'archivistes partout. Je vous invite d'ailleurs à faire un test, et de toute façon, vous ne pourrez plus vous en empêcher après ce soir. Quand vous allez lire un truc, que ce soit une BD, un roman, un thriller, n'importe quoi, que vous allez regarder une série, n'importe laquelle, que ce soit Plus belle la vie ou True Detective, vous allez regarder un film, vous allez repérer souvent des archives en fait. On n'a pas l'impression, mais elles sont extrêmement souvent mentionnées. Alors, des fois, pas forcément de manière très positive. Vous voyez, ça c'est l'archiviste conservateur classique dans une série des années 80 qui s'appelait L'amour du risque en français. Ça, c'est un archiviste dans un livre pour enfants. Donc, vous voyez déjà que des petits, on n'est quand même pas très bien vu. La bibliothécaire, elle, est une jolie femme à côté, mais l'archiviste, lui, il est au sous-sol et il ressemble à ça, en fait. Il n'a plus qu'un œil parce qu'il ne voit plus bien clair, c'est un peu l'horreur. Alors, voilà, ici, un autre archiviste. Alors, lui, c'est un professionnel, mais il est tout seul. Alors, en plus, visiblement, personne lui a appris qu'il pouvait servir d'un chariot, accessoirement, et que c'était pas la peine de se trucider le dos juste pour montrer qu'il savait porter des trucs lourds. Et là, on voit que en fait, ses registres sont plus gros que lui. On a l'impression d'un type qui est quand même écrasé par son métier. En plus, il tient, il monte tout en haut d'une tour avec ses registres. Alors, je ne vais pas spoiler le truc, mais il finit pas très bien, en fait. Voilà, j'en dis pas plus. Et en plus, il mange au milieu de ses archives, celui-ci. Très, très mal. Alors là, la version féminine, il n'y a pas de raison, parce que bon, effectivement, avant, c'était que des hommes. On a la variante. Donc ça, c'est une série Marvel, c'est Loki. Et je vous conseille de regarder ce magnifique épisode où Loki va aux archives et il tombe sur cette charmante personne, voilà, l'archétype de l'archiviste aimable. Donc voilà, vous avez plusieurs versions de la même, que ce soit dans Picsou, dans une série française, Profilage, ou dans toujours L'amour des risques.
Alors, bon, elles ont l'air pas très fun, mais au final, elles sont très utiles à la résolution des histoires en général. Euh, donc voilà. Alors ça, vous avez l'archiviste un peu à l'ouest aussi, complètement. Donc le père Blaise dans Camelot, oui, il est archiviste, entre autres plein de choses. Je vous conseille d'ailleurs le passage sur la visite du jurisconsulte dans les archives. D'ailleurs, c'est un très bon exemple pour savoir ce qu'il faut faire et pas faire dans les archives, puisque voilà, je vous conseille de regarder ce passage qui est assez extraordinaire. Et celui-ci qui s'appelle Archivist dans Is No Good. Alors lui aussi, il finit très mal. Puisqu'en fait, Is No Good lui demande de retrouver un document en moins de 10 minutes. Il en met 11, et comme il a honte de lui, il meurt d'une crise cardiaque. Donc, voilà, n'essayez pas, ne faites pas ça chez vous. Alors, l'archiviste dans un placard, c'est aussi la réalité dans Téléchat. Donc là, c'est carrément un balai qui vit dans un placard avec des archives et qui roule les airs, parce que ça doit être un archiviste du Sud, je pense. Voilà. Il s'appelle Brosdur. Donc on a même eu un archiviste aveugle, parce que voilà, hein, on n'a pas besoin de ses yeux pour les archives, c'est bien connu. Parce que en fait, comme on ne savait pas trop quoi en faire, on l'a mis aux archives. Dans le futur, les archivistes sont aussi pas très jeunes et pas toujours très aimables. Je vous laisse regarder le passage si vous ne le connaissez pas également. Dans Star Wars, l'attaque des clones. Et alors, on a la version animalière aussi. Donc, un archiviste, ça peut être un rat, comme un rat de bibliothèque, mais un rat d'archives, des petites souris, ou un chat, petite variante. Donc, voilà. Alors, dans la réalité, évidemment, c'est pas ça du tout. Voilà. Vous vous en doutez. Donc, bon, non, c'était pour vous rassurer. Dans les archives, il n'y a pas que des gens tout poussiéreux. Voilà, en voilà deux. Voilà, la version. C'est ça, et très engageante. Alors, maintenant qu'on vous a bien contaminé, que vous allez voir des archivistes partout dans les œuvres de fiction, Virginie vous a préparé un quiz. Et c'est à vous de jouer, j'en ai peur. Merci. Alors, c'est un vrai ou faux que je vous propose. L'objectif, ça sera à chaque fois c'est un prétexte pour aborder plusieurs aspects du métier. Voilà, donc j'espère que vous allez jouer. C'est parti avec la première question, vrai ou faux. Le métier d'archiviste existe depuis 1701. À l'écran, vous avez un document qui vient des archives municipales de Lyon et qui est un procès-verbal d'élection des anciens conseillers municipaux, les échevins. Celui-ci date de je sais plus, 1720. 1720. Alors, vrai, faux? Faux? C'est la bonne réponse, bravo. Effectivement, le métier d'archiviste existe depuis les débuts de l'écriture, finalement. On conserve des archives. En fait, la date de 1701, je l'ai retenue parce que c'est la date d'entrée dans le dictionnaire de Furetière, qui est le dictionnaire de référence pour l'histoire moderne. Et effectivement, c'est la première fois qu'on entend parler du mot archiviste, celui qui garde des archives. Mais on a aussi un autre mot qui existe, qui est vraiment pour le coup moins connu, c'est archivaire. Voilà, une variante qui est effectivement le gardien des archives. Et puis donc l'apparition au départ dans l'Antiquité, l'archiviste c'est le gardien de la mémoire, c'est un homme de pouvoir. Après, à l'époque moderne, c'est souvent un notaire, un secrétaire, un archivaire. Et puis à partir du XVIIIe siècle, l'archiviste en fait c'est un historien. Et depuis le XXe siècle, là, on assiste à vraiment une révolution puisque l'archiviste n'est plus cet historien, mais vraiment un gestionnaire, quelqu'un qui va gérer les documents, qui va organiser la conservation. Et c'est vrai que la formation des archivistes a beaucoup évolué au XXe siècle. Bravo. Deuxième question, deuxième vrai ou faux.
J'ai mis des images de soirées, différentes soirées, mais voilà. Alors, à votre avis? Est-ce que vous rencontrez souvent des archivistes dans votre quotidien? Oui. Uh-huh. Ah. Ah, bah, oui, oui, effectivement, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Effectivement. Alors, j'allais dire plutôt faux, mais voilà, c'est une très bonne. C'est ça. On est tous nos propres archivistes, hein. Voilà, on parle des fois des égo-archives, les archives des personnes. Alors, c'est faux dans un sens particulier, c'est qu'en fait, il y a moins de 5000 personnes qui travaillent dans des services d'archives publiques en France. Donc là, j'ai trouvé ce chiffre uniquement pour les archives publiques. Je n'ai pas d'idée précise du nombre de personnes qui travaillent dans des services d'archives privées, et il y en a. Donc ça représente 0,02% de la population active. Pour vous dire quand même que c'est un métier très spécifique, et ça explique aussi pourquoi quand on se présente et qu'on répond à la question « Tu fais quoi dans la vie ?» Je suis archiviste. Archi quoi? Voilà, ça s'explique comme ça. Et effectivement, la probabilité de rencontrer quelqu'un qui est archiviste est assez faible. Mais malgré tout, vous êtes là pour découvrir aussi ce métier. Donc c'est un métier qui intéresse. Troisième question. Alors, Saint Jérôme est-il le saint patron des archivistes? Qui se lance? Oui. Alors, c'est bien vrai. Nous avons un saint patron. Et personnellement, je l'ai découvert en préparant cette conférence. Voilà. Si vous demandez à des archivistes s'ils ont un saint patron, il y a des chances qu'ils vous disent non. Et en fait, on a un saint patron. Saint Jérôme, moine, traducteur de la Bible, qui est aussi le saint patron des traducteurs, des archéologues, des archivistes, des bibliothécaires et des documentalistes, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. On est d'accord, archéologue, archiviste, bon, tout le monde voit ce que fait un archéologue. Pareil, c'est une profession qui est victime aussi des clichés avec Indiana Jones. Alors, voilà, vous pourriez, je pense aux étudiants qui sont dans la salle, être tentés aussi par ces professions. Donc, effectivement, les métiers des bibliothèques, de la documentation, des métiers qui sont proches du métier d'archiviste, parce qu'on fait partie des métiers de gestion de l'information, voilà, au sens large. La différence entre ces trois métiers, le bibliothécaire du coup va gérer des collections, il va les enrichir selon des thématiques qui sont effectivement liées au livre. L'unité de base, c'est le livre. Le documentaliste, lui, va avoir tout type de support, mais va aussi constituer des collections et faire une recherche. En fait, c'est aussi un chercheur, le documentaliste. Il va être amené à rédiger des dossiers documentaires, par exemple, sur des questions précises. L'archiviste, lui, va collecter des fonds qui ont une unité de par la personne qui les a produites. Voilà. Donc, on n'a pas des collections, on a des fonds d'archives. Ils sont produits par une personne et on garde cette unité. On ne va pas aller chercher à l'intérieur d'un fonds de personnes s'il y a un document qui concerne, je sais pas, l'histoire locale, on ne va pas aller le ranger dans la section histoire locale. On a vraiment un fonctionnement qui est différent et qui permet, je trouve, de garder ce lien qu'on peut aimer avec l'histoire et la production, la création des archives. Je sais pas si tu veux. Autre question, vrai ou faux, pour devenir archiviste, il faut intégrer l'école des chartes. Vous avez la magnifique porte de l'école des chartes. Faux. Ah, là, vous avez plus d'informations. Peut-être parce que vous savez qu'il y a un Master 2 métier des archives à Lyon, c'est ça? Bon, alors, là, vraiment, c'était la formation reine des archivistes, je pense jusqu'aux années 50, 60.
80 même, 80. C'est vrai que depuis 40 ans, on a vu une explosion, enfin déjà plutôt dans les années 2000, une explosion des formations universitaires pour ce métier. Vous avez des niveaux licence, vous avez des masters, et puis tout ça est bien réparti sur le territoire. Il y en a donc à Lyon, à Dijon, à Angers, à Mulhouse. Vous dites à Mulhouse, voilà. Angers, Saint-Quentin-en-Yvelines, Toulouse, Lille, Amiens, je crois aussi. Voilà, donc c'est maintenant quand même beaucoup plus facile de se former. Mais sachez que dans les services d'archives, on a aussi des personnes qui se sont reconverties, qui avaient un métier et qui ont découvert le métier d'archiviste et qui l'apprennent sur le tas. C'est encore une voie d'entrée possible. On a aussi donc effectivement toutes les catégories dans la fonction publique. Là, je parle de la fonction publique parce que c'est vrai que vous êtes dans un service municipal, hein, donc nous on dépend de la ville de Lyon, collectivité territoriale, et donc pour pouvoir avoir un poste, on a fait des études ou pas, ou on a appris sur le tas, mais on a souvent eu un concours, réussi un concours pour devenir fonctionnaire. Il y a aussi des sociétés qui emploient des archivistes qui sortent de master et de licence pour des prestations, et bien souvent des prestations qui sont menées pour des services publics. Puisque, par exemple, nous, on est un service de 35 personnes, et puis on a aussi recours à des prestataires privés. Voilà. Donc c'est aussi une voie possible. Il y a aussi des grandes institutions privées qui ont des archivistes, des fondations, les banques, effectivement. Voilà. C'est après des missions qui vont changer d'une institution à l'autre. Mais en tout cas, il y a quand même tout un panel d'employeurs possibles avec une grande majorité d'emplois publics. Je ne parle pas de salaire, mais si vous voulez plus tard en parler, on pourra en parler. Et puis dans les profils aussi, voilà, pour vous parler des profils, auparavant, dans les masters, voilà, c'était souvent le profil d'étudiant en histoire. Ça a un peu évolué et on a un petit peu une ouverture vers des fois des étudiants qui ont fait des études d'histoire de l'art. Bon, ça reste toujours dans le domaine des sciences humaines, mais voilà, il y a une petite ouverture quand même. Autre vrai ou faux, le monde des archivistes est très connecté. Là, c'est le plan scénographique de la ville de Lyon, qui est une des plus anciennes représentations, la plus ancienne représentation connue de Lyon, vers 1550, 1560. Je crois que la datation n'est pas précise. Alors, connecté, pas connecté, hyper connecté. J'ai vu des têtes qui... Oui, c'est vrai qu'on a pu avoir l'image d'une profession isolée, voilà, l'archiviste seul dans son bureau, dans son placard, au sous-sol. Effectivement, si vous voulez être un archiviste seul dans son bureau, il n'y a pas de... Voilà, c'est aussi possible. On n'est pas obligé d'être à tout prix tout le temps connecté, mais quand on est effectivement si peu nombreux dans une profession, on a tout intérêt à se regrouper, à faire des groupes de travail. Donc il existe de nombreux groupes de travail qui sont souvent chapeautés par l'Association des archivistes français, qui est la principale association qui nous représente et qui vraiment fait avancer des chantiers, que ce soit au niveau de la fonction publique, au niveau du gouvernement, des grandes réformes qui peuvent y avoir, par exemple pour le RGPD. C'est tout ce qui peut concerner en fait les métiers de l'information et les archives. En général, il y a une veille qui est faite et cette association qui nous représente. Et puis, c'est un réseau aussi, le réseau des archives publiques. Là, vous êtes dans un service d'archives municipales, mais vous connaissez probablement les archives départementales, les archives nationales, les archives municipales. Il y a de nombreux services, même de
de plus petits services qui existent, mais qui sont bien dynamiques et qui effectivement souvent emploient une ou deux personnes, donc ont tout intérêt à être en lien avec d'autres archivistes pour échanger les bonnes pratiques, pour s'entraider aussi. Il y a maintenant même des postes d'archivistes intercommunaux, ça existe aussi dans les communes. Et puis, il y a des normes internationales, nationales, qui aussi permettent de créer ce réseau. Et puis, voilà, comme on disait tout à l'heure, avec aussi peu de personnes dans la profession, on se rend compte, quand on se rencontre aux différents forums qui peuvent être organisés, on voit qu'en fait, c'est un petit monde et qu'on est beaucoup à se connaître et au fur et à mesure à créer ce réseau. Autre vrai ou faux, comme les médecins et les policiers, les archivistes ont un code de déontologie. J'ai l'impression que ça penche pour le vrai. Et ben, vous avez bien raison. C'est effectivement un code qui a été promu en 1996. Il y a une dizaine d'articles. Je vous l'afficherai. Bon, je ne vais pas réussir à partager l'écran. Je vous l'afficherai après. Donc c'est 10 articles qui vont... Bon, allez, je le mets maintenant. Quand même, si ça fonctionne. Voilà. Bah, en fait, il faut partager. Voilà, écran du PC. Non, ça marche pas. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Je suis une archiviste connectée. Voilà, donc le code de déontologie qui me permet en même temps de vous montrer le site de l'Association des archivistes français qui vraiment fourmille de renseignements sur la profession d'archiviste, l'association en elle-même, mais sur la profession, voilà, qu'est-ce qu'un archiviste, les formations, vous avez vraiment plein d'informations sur le métier, les actualités, les offres d'emploi également, parce que c'est un moyen aussi une des nombreuses activités de cette association. Et donc vous voyez ce fameux code de déontologie avec le préambule et ces 10 articles, vraiment des choses assez fortes. Les archivistes maintiennent l'intégrité des archives et garantissent ainsi qu'elles constituent un témoignage du passé durable et digne de foi. À chaque fois, tout est explicité et c'est un code que nous avons. Ça nous oblige, là, c'est vrai que moi qui collecte des archives privées, ou je suis des fois amenée à rencontrer des personnes qui me demandent d'évaluer ce que représentent financièrement les documents qui sont en leur possession. Le code de déontologie des archivistes fait que je ne suis pas habilitée, et ce n'est pas déontologique pour moi de donner un prix, d'estimer la valeur de ces documents en fait. Et puis effectivement après on reprend, ça permet aussi d'inscrire dans ce code les missions de l'archiviste. Voilà, toujours ce côté réseau, les archives travaillent en collaboration avec leurs collègues et les membres des professions voisines pour assurer universellement la conservation et l'exploitation du patrimoine documentaire. Donc là on rejoint les autres professions. Je vous remets le diaporama. Du coup, tac. Ah, on est reparti, pardon. Comme ça, on revoit les petites images. Vrai ou faux? Alors, celle-là, c'est bon. Ah, voici la dernière question. Vrai ou faux? La mission principale de l'archiviste est de classer des papiers. Eh ben, bravo. Effectivement, il y avait plusieurs pièges. Donc, mission principale, le classement, c'est pas toujours le cas. Et puis, les papiers, et effectivement, vous avez vu avec la première partie de la présentation que c'est encore la grande majorité du support que nous traitons. Mais maintenant, c'est un environnement mixte. On a à la fois du papier et beaucoup d'électronique. Bravo. Je vais redonner la parole à Sonia pour l'émission substitut. Non, mais tout va bien.
Oui, alors on va détailler du coup quelles sont les missions d'un archiviste ou d'une archiviste, puisqu'effectivement le classement fait partie, mais pas que. Donc là, vous avez une série de photos qui illustrent un petit peu. Alors, les missions des archivistes, mais pas que, parce qu'aux archives municipales de Lyon, en fait, Virginie vous a dit qu'on était 35. Alors évidemment, on n'est pas 35 archivistes. Il y a des missions administratives, il y a un chargé de com, il y a aussi 2 restauratrices. Vous voyez qu'elles sont en train de restaurer les documents ici. Il y a un photographe, pour ça que vous avez des belles photos. Il y a des gens qui font de la logistique, il y a des chargés d'expo. Donc c'est vrai que sur un service de 35, ce qui est assez agréable aussi, c'est qu'on a plein de métiers différents et du coup on apprend aussi sur d'autres métiers. Il y a des médiatrices ici qui accueillent aussi les publics. Et c'est plutôt enrichissant aussi de ne pas être que entre archivistes. Donc c'est bien aussi, ça aérer un peu l'esprit. Alors, on dit souvent qu'on a 4 grandes missions aux archives, et c'est ce qu'on appelle les 4 C, parce qu'à l'époque, on les faisait tous commencer par C, c'était pratique. La première, c'est la collecte, puisque les archives n'arrivent pas toujours toutes seules. Il faut aller les chercher. Donc ici, par exemple, comme on est un service d'archives municipal, notre mission première et obligatoire, c'est de collecter les archives des services municipaux de la ville de Lyon, en fait. Les services des finances, les services des ressources humaines, les crèches, les archives de la police municipale, les archives des services des sports, de l'éducation, enfin bref, toutes les missions qui sont recouvertes par la ville de Lyon, eh bien, leurs archives arrivent chez nous, enfin sont censées arriver chez nous. Voilà. Parce que des fois, ils les thésaurisent un petit peu dans leurs bureaux, dans des caves, dans des petits greniers, dans des endroits un petit peu improbables. Et ils peuvent nous appeler des fois un petit peu tard. Voilà. Alors le boulot des archivistes, c'est de faire en sorte que quand il y a une catastrophe, on puisse répondre, mais aussi de prévenir tout ça et d'arriver à collecter, à travailler avec les services pour d'abord qu'ils aient confiance, qu'ils comprennent ce qu'on veut aussi, et qu'ils nous versent les documents en bon état, régulièrement, et pas en tas en fait, pas en vrac si c'est possible. Donc pour ça, ils ont des formations régulières. On va dans les services pour leur expliquer. Ils viennent ici en formation, ils font des ateliers. C'est un énorme accompagnement pour que les choses arrivent correctement. Alors ce qui est agréable aussi dans cette partie-là, c'est que là encore, on ne reste pas qu'entre archivistes. Et en fait, aller voir tous ces services-là, ça permet aussi de comprendre ce qu'ils font. Qu'est-ce que fait un service qui s'occupe des marchés publics? Ça a l'air complètement austère et abscon, mais en fait ça fait marcher beaucoup de choses. Le service des voiries, le service des espaces verts, etc., etc. Donc en fait on est peut-être ceux qui connaissent le mieux l'ensemble des métiers de la collectivité, puisque on a affaire à chacun d'entre eux en fait. Et puis la collecte, c'est beaucoup de support maintenant. On a aussi un système d'archivage électronique ici qui fonctionne aux archives de Lyon. Donc on collecte aussi des archives sous format numérique. Donc il a fallu là aussi apprendre au service un petit peu à faire le tri dans leurs archives numériques, parce que c'est encore pire peut-être que dans les archives papier, à nommer correctement leurs fichiers pour qu'on s'y retrouve, à nommer leurs dossiers aussi pour pas qu'ils s'appellent Sabine, Jean-François ou Annie, et qu'on sache ce que contient le fichier très exactement. Enfin voilà, donc c'est là encore beaucoup de pédagogie, de travail avec les services qu'on accompagne régulièrement tout au long de l'année. Et puis, on a une mission non obligatoire, mais qui est vraiment, qui marche très bien aux archives de Lyon, c'est la collecte d'archives privées, puisque il n'y a pas que les institutions qui fabriquent des archives, et des fois on a des archives privées qui sont hyper intéressantes pour l'histoire de Lyon, que ce soit des archives d'associations. Alors, associations sportives, associations militantes sur les droits de l'homme, par exemple, enfin tout un tas d'assos de ce genre. Des archives de famille, de particuliers. Le fonds le plus ancien, je crois, c'est des archives du XIVe siècle, 15e, le fonds Clapisson. Ouais, voilà. Ça peut être des archives d'architectes, beaucoup de fonds d'architectes à Lyon. Ça peut être quoi d'autre ? Plein de choses en fait. Voilà. Alors ça peut être des fonds énormes, ou ça peut être 3 lettres qui concernent Lyon et qu'un particulier a souhaité nous donner.
On a aussi des archives iconographiques, beaucoup, énormément de cartes postales, de photos, de plans, de plaques de verre qui sont les ancêtres des photos négatifs. Voilà, tous les supports possibles. Et Virginie vous l'a dit aussi en se présentant, on a les archives des hospices civils de Lyon également, qui sont chez nous. Donc vous voyez, ça fait beaucoup. Ça fait à peu près 18 km d'archives, parce que les archivistes comptent en mètres en fait. Ça veut dire que si on mettait toutes nos boîtes ou tous nos registres bout à bout, il faudrait 18 km pour aller d'un point à un autre en fait. Donc vous voyez, ça fait quand même quelques documents. Le plus lourd fait un peu plus de 50 kilos, donc autant vous dire qu'il faut être deux à le porter. Et voilà, en fait, ah oui, on a des maquettes aussi, enfin, on a des tas de trucs très étranges, des casquettes, des médailles pour chiens, une robe de mariée, enfin des trucs très improbables, mais qui font aussi un petit peu l'originalité et la richesse des archives. Donc voilà, moi j'aime bien cette phrase sur les archives. S'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Sans la mémoire de ce qui est arrivé, comment savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Voilà, donc je vous laisse méditer sur cette belle phrase de Claude Ponty. Donc la deuxième mission, c'est classer. Et malheureusement, on n'est pas aussi rapide que Superman. Donc ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est une action qui ne se voit pas par les élus, par les gens qui vous financent, qui décident, ou par le public. C'est une activité un peu solitaire. Mais c'est là aussi où l'archiviste découvre les richesses du fond. Je vous ai dit que normalement on ne prenait pas de vrac, mais hélas des fois on nous dit que c'est pas du vrac, mais ça y ressemble violemment. Ou parfois quand on est en face d'un donateur privé qui a vraiment des choses intéressantes et on sent qu'il faut les sauver, on prend. Et donc là il peut y avoir un très très gros travail de classement, de toutes sortes. Donc il faut se creuser un petit peu la tête parfois pour lire les documents quand c'est un peu ancien, un peu complexe, pour comprendre le fonctionnement aussi. Donc il faut se documenter sur une association, un personnage, etc. Donc ça demande beaucoup de recherche. Mais voilà, des fois, au milieu du classement, on en a un peu marre, on voudrait tout balancer et tout quitter. Non. Et puis après, finalement, une fois que c'est fini, on est hyper content. Et quand les chercheurs viennent en salle consulter ce qu'on a mis des mois à classer, voilà, c'est la récompense un petit peu de notre travail. Ouais. Et en fait, on n'a pas dit qu'on jetait des choses des fois. Ah oui, c'est vrai. Alors, effectivement. Quand on classe, et même avant, on ne prend pas tout. Un tout ne rentre pas dans les archives, il faut le savoir. Sinon, il faudrait 40 dépôts comme celui-là, puisqu'il y a encore 6 km d'archives dans les services. On en a 18 ici, vous imaginez. Ça veut dire qu'on n'a pas tout pris. En fait, on considère qu'on prend à peu près 20% de ce que les services produisent et 80% part à la destruction. Alors ça y est, je sens le complot arriver, méchants archivistes, ils détruisent tout, ils nous cachent tout, etc. Non. On espère. De toute façon, si c'est caché, ça n'arrive jamais jusqu'à chez nous, il faut quand même bien le dire. C'est pas nous qui faisons le sale boulot, en général. Si quelque chose ne doit pas être dans les archives, c'est pas les archivistes qui l'y enlèvent. Donc en fait, pourquoi on enlève 80% parce que énormément de choses, d'informations se retrouvent en double dans des documents différents. Exemple, si vous avez le budget de la ville et le compte administratif de la ville, vous avez les recettes et les dépenses de la ville, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les factures du moindre sac poubelle acheté par la ville de Lyon en 2003, par exemple. Vous allez retrouver l'information ailleurs. Et je peux vous dire que des archives de factures, si vous gardiez tout, il y en aurait un paquet. Sur les marchés publics, c'est pareil, on a des délais où on doit les conserver pour les contrôles des organismes tels la Chambre régionale des comptes, etc. Une fois que les délais de contrôle sont opérés, les appels d'offres non retenus sur les marchés, par exemple, on peut détruire. Il y a plein d'autres choses comme ça, des documents préparatoires qui peuvent être jetés, etc. Et énormément de doubles, parce que les services ont tellement toujours peur de perdre des trucs qu'en fait, on les trouve parfois en 10 exemplaires dans les permis de construire, par exemple. C'est affolant, vous recevez un versement de permis de construire. Une fois que vous l'avez traité, il a maigri de 70%, en fait. Voilà. C'est vraiment indispensable parce que voilà, nous, on a à gérer
et à laisser aussi à nos successeurs de l'espace disponible pour les années, les décennies à venir. On a des documents, donc le plus ancien document de la ville, il date de 1294. Bon, bah, il doit être encore là dans 100 ans, 200 ans. Voilà. Donc l'objectif, c'est aussi de penser à cet accroissement qui est sans fin, qui est perpétuel. Donc les archives qui doivent être conservées ici doivent être vraiment des archives définitives, historiques. On ne fait pas d'archivage intermédiaire. C'est une particularité de notre service. Ça existe aussi. Moi, j'ai travaillé en université, par exemple. Les archives des universités sont des services d'archives intermédiaires, puisqu'à l'issue des délais légaux, administratifs, et quand les services n'ont plus besoin des dossiers, on les verse aux archives départementales, ils vont seulement conserver les documents définitifs. Donc, par exemple, les dossiers d'étudiants, j'ai déjà oublié, je ne sais plus s'il y a une sélection. Enfin voilà, il y a des applications, des tris qui sont appliqués et qui sont définis à un niveau national. Voilà, c'est pas le service d'archives qui décide, c'est pas à notre niveau que ça se décide. Nous, on applique des instructions qui existent et qui doivent permettre de constituer des ensembles homogènes au niveau national et dans tous les pays de l'Union européenne. Et je pense aux États-Unis aussi, il y a des instructions de tri et ça fonctionne comme ça. Alors, à savoir qu'évidemment, on ne détruit pas sans avoir tracé ce qu'on détruit. On est obligé de rédiger des bordereaux d'élimination pour que le public sache. En fait, tout est transparent pour que l'usager, le public, sache ce qui a été détruit et pourquoi ça l'a été. Donc, tout est justifié, en fait, et les opérations sont vraiment officielles. Alors, il arrive parfois quand même qu'on puisse, pour des raisons de discussion entre nous, déroger en partie à certaines notions de tri. C'est-à-dire que, par exemple, à Lyon, on a gardé l'ensemble des dossiers du personnel, ce qui n'est pas une obligation, puisqu'on peut trier et on peut détruire une grande partie de ces dossiers si on le souhaite. Malgré la place que ça prend, la ville de Lyon a fait le choix de conserver l'ensemble des dossiers du personnel, d'abord par respect pour le travail accompli pour les gens qui ont travaillé pour la ville de Lyon, et puis parce que ça fait des corpus extrêmement intéressants pour les études en histoire et en sociologie, si on veut travailler sur les métiers et l'évolution des métiers à la ville de Lyon, par exemple. Vous pouvez travailler sur tel ou tel type de métier, sur la féminisation des métiers, par exemple, sur la pénibilité, etc., etc. Enfin, des tas de notions. Et effectivement, si vous avez juste une partie du corpus, c'est quand même plus embêtant. Mais ça, c'est un choix vraiment qu'on a fait en interne, mais on aurait pu légalement détruire ces dossiers, ou du moins une grande partie. Donc l'archiviste a quand même aussi son petit... quand il a de la place, parce que le gros stress de l'archiviste, comme l'a dit Virginie, c'est un problème de place, alors aussi bien dans les bâtiments physiques que sur les serveurs. Et voilà, parce que c'est pas plus écologique et c'est pas moins coûteux de conserver des documents sous format numérique. Et donc là aussi, c'est un questionnement aussi sur ce qu'on conserve ou pas. Justement, la troisième notion, c'est la conservation, puisque Virginie vous a dit qu'il fallait absolument qu'on transmette les documents aux autres, et les archives peuvent avoir tout un tas d'accidents au cours de leur vie. Elles peuvent être arrachées, enfin un petit peu volées. Parfois, elles peuvent être inondées, elles peuvent être grignotées par tout un tas de rongeurs possibles et imaginables. Elles peuvent être incendiées, elles peuvent être, tout ce qui, voilà, elles peuvent subir quand même tout un tas de problèmes. Je crois que nos collègues des archives de Paris ont été inondés cette semaine, puisque en fait le bâtiment d'à côté a pris feu, et donc évidemment pour éteindre le feu, on met de l'eau, et le problème de l'eau, c'est que c'est pas très bon non plus pour les archives. Du coup, elles peuvent être moisies aussi. Vous avez plein de vie dans les archives, en fait, des tas de petits champignons qui ne demandent qu'à s'étendre. Donc, en fait, c'est une surveillance constante. D'abord, quand elles arrivent, si elles viennent d'une cave ou d'un grenier, et qu'on a un soupçon, on fait des petits tests pour savoir si elles sont pas trop moisies. Si elles sont trop moisies, on les traite.
en externe, puisqu'on n'a pas les moyens de le faire ici. Et voilà, donc l'idée, c'est de ne pas faire rentrer de documents trop en péril dans nos dépôts pour pas, par exemple, qu'une petite moisissure vienne coloniser tout un magasin. Dans la réalité, on parlait tout à l'heure des clichés et de la réalité, c'est vrai qu'il y a un peu ce profil maintenant qui émerge d'archivistes experts et scientifiques, mais d'une autre manière en fait, parce qu'effectivement, c'est pas rare de nous voir avec un écouvillon et comme un laborantin de faire un test. Voilà, c'est une nouvelle une spécificité. On a été formé à ça maintenant, effectivement, reconnaître les moisissures sur un document. Parfois, c'est juste une tache rose. Ça pourrait passer inaperçu. On pourrait se dire, ah, c'est juste de l'encre qui a bavé. Et en fait, non, c'est de la moisissure. Donc, on a nos collègues qui nous ont formés à ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer parce que c'est vrai qu'il y a des risques sanitaires, que ce soit pour les documents ou pour nous-mêmes, voilà, au niveau de notre santé. Enfin, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour pouvoir communiquer les documents. Ça, c'est la récompense de l'archiviste. Une fois qu'il a été arraché ces documents à ses collègues ou à une association, qu'il les a classés laborieusement, qu'il a réussi à les préserver des moisissures, son but, c'est de les communiquer à le plus d'usagers possible. Et en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais les archives sont un service public, enfin ici, gratuit. Depuis la loi du 7 Messidor en 2, en fait, les archives sont publiques, donc tout le monde peut y avoir accès sur simple présentation d'une pièce d'identité, sans payer. Enfin, sans payer. Les impôts payent le service, mais vous ne le payez pas une deuxième fois. Voilà, donc sans condition. C'est-à-dire que n'importe qui a le droit de venir regarder des archives. Donc c'est ce que j'espère vous avez tous et vous allez tous faire, aux archives de Lyon notamment, si possible. Alors évidemment, maintenant, on a la consultation sur place, en salle, mais aussi beaucoup la consultation à distance qui s'est développée avec la numérisation en masse de documents d'archives. Donc le bon côté des choses, c'est que depuis chez vous, vous êtes au bout du monde, vous pouvez faire des recherches sur Lyon. Le mauvais côté des choses, c'est que vous êtes tout seul derrière votre écran et que nous, on a moins de monde en salle de lecture. Donc voilà, c'est les bouleversements de la société. Donc on trouve de nouveaux usages et de nouvelles façons d'accueillir les gens, des conférences, les accueils de groupes, de classes, etc., etc., pour aussi que ce lieu continue à vivre physiquement et qu'on puisse voir encore des documents réels et pas que des documents numérisés. Voilà, donc tout progrès a son revers de médaille. Mais voilà, donc ça c'est vraiment, on le fait pour ça, des archives qui ne seraient jamais communiquées, on peut les jeter, elles n'ont aucun intérêt si personne ne les voit jamais. Alors, vous le savez peut-être, il y a quand même des délais aussi de communicabilité des archives pour protéger notamment la vie privée des gens, puisqu'en fait, il n'y a rien de plus vivant que les archives. On dit, ouais, les archives c'est vieux, c'est mort. Mais non, dès que vous ouvrez un papier, en fait, vous avez des tas de noms, des tas d'individus qui sortent. Vous ouvrez un document comptable du XIVe siècle, pouf, rien qu'à lire le nom de la personne, en fait, elle revit un peu comme ça. En fait. Et puis, en fait, juste comme ça au passage, nous sommes tous et toutes des petites archives en puissance, puisqu'on apparaît au moins chacun 2 fois dans les archives dans notre vie, au minimum, pour l'acte de naissance et un moins drôle pour l'acte de décès. Bon, vous avez le droit d'apparaître pour d'autres choses aussi, et si possible, pas forcément des mauvaises. Mais voilà, donc en fait, c'est assez cool, les archives, puisque finalement, c'est assez égalitaire, tout le monde y est. Et c'est un endroit où la mémoire de chacune et chacun est préservée. Alors pas évidemment toujours dans les mêmes proportions, mais voilà. Et puis, c'est quand même un peu la seule chose qui restera de nous dans 800 ans. Donc c'est pour ça qu'on aime bien, 1, les communiquer et 2, les protéger. Tu veux rajouter quelque chose à ça ? Non, c'est vrai que pour la communication, voilà, je pense que vous avez peut-être eu l'occasion de venir aussi aux archives municipales. Après, voilà, c'est une expérience, c'est pas toujours facile de chercher dans les archives. C'est pour ça qu'on est là aussi et que vous avez besoin d'intermédiaires parce que voilà, on a 18 km, il y a des services où il y en a encore plus.
il y a ces échelons qui se superposent. Bon, où est-ce que je vais trouver tel document? Est-ce qu'il est aux archives départementales? Est-ce qu'il est aux archives municipales? Voilà, c'est vrai qu'on ne vous facilite pas toujours la vie. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'expliquer et pas de justifier, parce que nous-mêmes, voilà, on est obligé de s'adapter à cette organisation territoriale. Mais en tout cas, on est là pour vous aider à chercher et on espère à trouver. Voilà. Pour terminer, voilà, vous voulez vous présenter donc rapidement le blog. Ça marche ou ça marche pas? Donc je fais la promotion du blog Archives et Culture Pop, puisque donc Sonia Dollinger-Désert est aussi... Tu peux accepter. J'accepte. Voilà. D'accord. Accepte. Vie dangereusement. Du coup, tu es administratrice du blog, c'est ça? Oui, en fait, je l'ai créé il y a déjà pas mal d'années parce qu'à l'époque, je donnais des cours aux étudiants de master et de licence à Dijon en archives. Et mon cours, c'était sur la valorisation. Et donc, le but, c'était justement de les faire réfléchir sur la représentation des archives et des archivistes dans la culture populaire. Et donc, ils avaient des dossiers à rendre. Et plutôt que de ne rien en faire, au départ, je leur ai demandé si je pouvais remettre leurs travaux sur le blog. Et du coup, maintenant, on a continué. Plusieurs archivistes écrivent régulièrement, un petit peu au gré de leurs envies aussi. Il n'y a pas d'obligation du tout. Il y a des gens qui ont écrit un seul billet de blog, d'autres qui écrivent régulièrement sur tout un tas de... littérature aussi, il n'y a pas que de la bande dessinée. Ouais, après, le problème, c'est qu'un peu, ça dépend de ce qu'on regarde, nous, et de ce qu'on voit. Donc, fatalement, plus on est d'archivistes différents à écrire dessus, mieux c'est, puisque comme ça, on a un panel de lecture et de choses visionnées qui sont plus... Il y a même les dessins animés. Oui, ça, c'est le truc de vieux. Bon. Et puis, on a vu déjà le site des archives, de l'association des archivistes français. Et puis j'en profite quand même, puisqu'on est aux archives municipales, pour vous montrer. Donc voilà, c'est complexe, ce qu'on vous disait. On essaye ce portail, il a été fait pour faciliter l'accès, mais en même temps, vous voyez qu'il a des dizaines d'entrées possibles. Donc surtout, bien nous solliciter si vous avez besoin. Avec ces fameux fonds numérisés, on a énormément de choses numérisées. Donc, malgré tout, ça doit représenter, je crois, 2%, même pas. Oui, 2%. Ouais. 2% de nos archives sont numérisées. C'est pas énorme, mais pourtant, ça vous permet déjà d'avoir accès à tout l'état civil, à des registres, des enfants abandonnés, les convois funéraires, les décès. Les nommés, c'est les recensements... l'ancêtre des recensements, et puis beaucoup d'iconographie, parce que c'est aussi très recherché. Donc des documents comme ça exceptionnels, des plans. Voilà, si vous avez des recherches à faire, en tout cas, l'objectif, c'est de vous faciliter la vie. Oui. Comment vous avez choisi ces 2% numérisés ? Alors en fait, on a pris d'abord ce qui intéressait le plus les gens, donc d'abord tout ce qui pouvait intéresser les gens qui font de la généalogie, puisque c'était 80% de notre public avant numérisation. Donc maintenant, ils sont tous sur Internet. C'est 90% du trafic, c'est la généalogie, donc l'état civil, mais on a aussi les recensements. Là, on est en train de numériser, par exemple, les registres d'entrée des malades de l'Hôtel-Dieu, depuis qu'on les a, donc depuis le début du 19e jusqu'aux années 1950. Comme ça, vous savez à quelle date monsieur machin est entré à l'Hôtel-Dieu, pourquoi, quelle maladie, voilà, s'il est mort, s'il s'en est sorti, etc. etc. Après, l'iconographie, parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus aussi, sur tout ce qui est carte postale, plan, etc., etc. Et puis, parfois, on numérise à la demande quand un chercheur a vraiment un projet spécifique ou qu'il nous signale quelque chose
vraiment intéressant, s'il y a de la place dans le programme de numérisation, puisqu'on a aussi un petit budget alloué tous les ans, donc à pas dépasser. On fait aussi passer des demandes d'usagers dedans. Voilà. Alors, oui. C'est en cours. Oui, il y en a 88 qui ont été numérisés cette année et on continue la série. J'allais dire l'an prochain, non, on est en 2024, donc cette année pas. Non, pas encore accessible parce qu'on a des problèmes de mise en ligne d'images en ce moment qui nous cassent bien les pieds et qui ne dépendent pas de nous mais de notre prestataire. Voilà. Donc c'est dans la boîte, c'est fait, mais pour l'instant c'est pas encore accessible. C'est très frustrant quand on passe quelques semaines à préparer des lots pour la numérisation, ça revient, on a les images et ça n'arrive pas. C'est énervant, mais c'est en cours. Normalement, cette année ou l'an prochain, on devrait avoir fini. Alors, on avait terminé notre conférence et de vous présenter, disons, ce qu'on espère être la réalité de notre métier, puisque le but, c'est quand même d'être le plus réaliste possible, même si au départ, on a choisi une approche un peu décalée pour vous emmener avec nous. Maintenant, voilà, on a encore du temps pour répondre aux questions, discuter. Donc, c'est vous qui avez la parole. Allez, une question.